RFI, les minuit et demi ici à Paris, 2 heures de moins à Bamako. Et c'est l'heure d'Afrique Soir avec Zéphirin Quadio, bonsoir. Bonsoir Loïc Loury, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, Kidal sous le contrôle de la coordination des mouvements de l'Azawad. Et cela au lendemain des combats qui les ont opposés jeudi au Gatia, un groupe armé pro-gouvernemental. Bilan des affrontements entre une vingtaine et une cinquantaine de morts selon les sources. Retour à un calme relatif ce soir à Bouaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Plus tôt dans la journée, une manifestation contre la hausse des tarifs de l'électricité a tourné au drame à Bouaké. Bilan, au moins un mort et plusieurs blessés. Plusieurs dizaines de personnes ont été également arrêtées. Le réchauffement des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, réchauffement marqué par la première visite officielle ce vendredi du chef de la diplomatie ivoirienne à Ouagadougou. Reportage à suivre. Et puis un RD Congo, grâce présidentielle pour 6 militants de la Lucha, la lutte pour le changement. Ces militants opposés à toute prolongation du mandat du président Joseph Kabila avaient été condamnés en mars dernier à 6 mois de prison. Également au sommaire de cette édition, la situation préélectorale au Gabon, à 6 semaines de la présidentielle. Quelle est l'atmosphère sur place? Pour en parler, invité de la rédaction, Christopher Fomunio, directeur régional pour l'Afrique du National Democratic Institute. Oui, la situation semble calme ce soir à Kidal, dans le nord du Mali. Les combats entre le Gatia pro-gouvernemental et la CMA ont cessé. Le bilan humain est très incertain. Les deux camps évoquent une dizaine de morts de chaque côté, mais d'autres sources font état de victimes bien plus nombreuses. Une seule chose est certaine ce soir, ce sont les rebelles Touaregs qui tiennent la ville. On fait le point avec Édouard Dupenouet. La ville de Kidal a retrouvé un certain calme vendredi soir. Les hommes du Gatia, ce groupe armé favorable au gouvernement, ont quitté les rues. Cependant, d'après son porte-parole, Farad Agal Mahmoud, si ces troupes se sont retirées, c'est parce qu'elles ont conclu un accord avec la CMA. On a fait un retrait que nous maîtrisons à partir du moment où les responsables locaux de la CMA ont accepté que et la CMA et la plateforme vont se retirer de la ville de Kidal. Le Gatia, ce soir, vous êtes retiré de la ville de Kidal. Voilà, au sud-est. La CMA, au contraire, dément l'existence d'un accord entre les deux camps. Pour son porte-parole, Almou Ag Mohamed, si les troupes du Gatia se sont retirées, c'est tout simplement parce qu'elles ont subi une défaite. Il n'y avait pas d'entente commune. Il y avait les combats jusqu'à ce que le Gatia a perdu toutes ses positions dans Kidal et aux alentours de Kidal. La CMA est partout ce soir dans la ville de Kidal, y compris au niveau de ses accès et dans ses alentours. Le Gatia assure que ses hommes se trouvent à proximité de la ville et qu'ils surveillent attentivement la situation. Édouard Dupenouet, en Côte d'Ivoire, une manifestation contre la hausse du prix de l'électricité vire à l'émeute à Bouaké, la deuxième ville du pays. Il y a au moins un mort et une dizaine de blessés selon une source hospitalière jointe par l'AFP. Un bilan que les autorités ivoiriennes n'ont pas confirmé pour le moment. 42 personnes ont été également arrêtées. Ce soir, l'atmosphère reste tendue, mais un calme relatif règne sur place. On fait le point avec Anna Sylvestre. D'importants renforts policiers et militaires ont été déployés à Bouaké après plusieurs heures de chaos dans la deuxième ville du pays. La manifestation contre la hausse du prix de l'électricité a très vite dégénéré. Selon un habitant, la foule en colère était très importante. Les locaux de la compagnie ivoirienne d'électricité, mais aussi des banques, la préfecture, le domicile du maire ou encore l'agence des impôts ont été saccagés. Des armes, des chargeurs et des tenues de policiers ont également été dérobées. D'après des témoins, les forces de l'ordre ont rapidement été débordés avant d'ouvrir le feu dans le centre de la ville. Dans l'après-midi, les appels au calme se sont multipliés. Plus tôt dans la semaine, des manifestations violentes avaient déjà eu lieu à Yamoussoukro ou encore Daloa. À Bouaké, différentes colères se sont agrégées, explique une bonne source. Plusieurs témoins parlent notamment de l'implication d'anciens combattants démobilisés. L'augmentation du prix de l'électricité a cristallisé le mécontentement. Ces derniers mois, certaines factures ont doublé, et cela alors que le président Ouattara avait appelé la compagnie ivoirienne d'électricité à, je cite, revoir sa copie. Anna Sylvestre, Abidjan, RFI. Et le ministre ivoirien des Affaires étrangères est lui en visite officielle au Burkina Faso. C'est la première visite officielle d'une autorité ivoirienne depuis l'investiture du président Roch-Marc Christian Kaboré. Une visite qui symbolise la normalisation des relations entre les deux pays. Cela fait maintenant 1 an que la Côte d'Ivoire n'avait pas d'ambassadeur au Burkina. Les relations entre les deux pays s'étaient quelque peu rafraîchies depuis l'affaire dite des écoutes téléphoniques dans laquelle les autorités de la transition burkinabé avaient accusé le président de l'Assemblée nationale ivoirienne d'être impliqué dans la tentative de coup d'État de l'ex-régiment de sécurité présidentielle. À Ouagadougou,
Yaya Boudani. Le ministre ivoirien des Affaires étrangères est venu à Ouagadougou pour d'abord installer Kapélétien Soro, le nouvel ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso, un an après le départ de son prédécesseur. L'échange d'ambassadeurs vient refermer une parenthèse de l'histoire récente de nos deux jeunes États. Ensuite, pour aborder le dossier du traité d'amitié et de coopération entre les deux États, Albert Mabry-Touacus. Nous sommes là aussi pour saluer les autorités, leur indiquer la volonté de la Côte d'Ivoire de continuer donc sa relation avec le Burkina. Nos deux pays sont très proches, les autorités s'apprécient, les peuples également se connaissent, c'est en réalité le même peuple. Après quelques mois de tensions entre les deux pays, suite à la tentative de putsch de l'ex-régiment de sécurité présidentielle, au cours duquel les autorités de la transition avaient accusé le président de l'Assemblée nationale ivoirienne de soutenir les auteurs du putsch, les relations entre les deux voisins se normalisent selon Alpha Bari, le chef de la diplomatie burkinabé. On a compris l'enjeu des relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Nous n'avons pas le droit d'oublier cela et donc c'est un devoir pour nous de travailler au raffermissement des relations entre ces deux pays. Les deux pays mettent à profit cette visite pour travailler sur le contenu du premier voyage officiel du président Roch-Marc Christian Kaboré en terre ivoirienne à l'occasion de la réunion autour du traité d'amitié et de coopération. Yaya Boudani, Ouagadougou, RFI. Dans l'actualité également, des prélèvements sur les restes présumés de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara, tué en 1987 lors d'un coup d'État, ont été envoyés ce vendredi en Espagne pour une deuxième expertise. C'est ce qu'indique la justice militaire qui enquête sur sa mort. Les corps présumés de Sankara et de ses 12 compagnons tués avec lui ont été exhumés fin mai 2015 afin de déterminer avec certitude l'identité des victimes et de lever le voile sur les circonstances de leur mort. Les premiers résultats de ces tests réalisés en France indiquaient que les ADN n'étaient pas détectables et ne permettaient pas d'identifier à coup sûr les victimes. Mais la famille Sankara avait contesté les résultats de cette expertise, obligeant le juge à ordonner une contre-expertise. 19 soldats nigérians portés disparus après être tombés dans une embuscade d'éléments du groupe Boko Haram. Selon l'armée nigériane, 16 soldats et 3 miliciens civils qui aident l'armée à combattre Boko Haram ont également été blessés. Toujours selon l'armée nigériane, de nombreux assaillants auraient été tués. Des armes lourdes, dont un camion équipé d'une batterie anti-aérienne, auraient été saisies. Et puis, notez par ailleurs que le gouvernement nigérian envisage de négocier avec les rebelles du delta du Niger. Selon le président Muhammadu Buhari, des négociations pourraient s'engager avec les vengeurs du delta du Niger par l'intermédiaire des compagnies pétrolières et des agences de sécurité. Mais les rebelles soutiennent qu'aucun dialogue n'aura lieu tant que des médiateurs internationaux n'auront pas été nommés. En RD Congo, 6 militants du mouvement des jeunes indignés opposés à toute prolongation du mandat du président Joseph Kabila, condamnés pour tentative d'incitation à la révolte, ont bénéficié ce vendredi d'une grâce présidentielle. Les 6 militants de la Lucha, lutte pour le changement, condamnés en mars à 6 mois de prison, se sont vus accorder une remise de leur peine après 4 mois de détention. L'annonce est tombée au milieu de l'après-midi, quelques heures seulement après le départ du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Alors que disent ces ordonnances du président Kabila? Élément de réponse avec Sonia Rollet. D'abord, il y a des mesures générales. Sont graciés les femmes, les jeunes de moins de 30 ans, les prisonniers de 65 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap et ceux qui sont condamnés à moins de 3 ans de prison. Des mesures de grâce sous condition que la condamnation soit définitive, plus de possibilité d'appel, que les condamnés ne soient pas des fugitifs. Sont exclus également ceux qui ont été condamnés pour les infractions suivantes: violences sexuelles, atteinte à la sûreté de l'État, détention d'armes de guerre ou autres infractions contre l'autorité de l'État, et puis crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide. L'une des ordonnances prévoit également que les condamnés à mort, même si cette peine n'est plus appliquée au Congo, voient leur sentence commuée en peine de prison à perpétuité. Une seule ordonnance avec des mesures particulières, mesures de grâce pour 6 militants du mouvement citoyen La Lucha, arrêtés à Goma le 16 février à la veille d'une journée ville morte décrétée par l'opposition. Ils avaient été condamnés à 6 mois de prison en appel et devaient être libérés au plus tard le 16 août prochain. Sonia Rollet, Kinshasa, RFI.
Par ailleurs, plusieurs militants du parti d'opposition ont libéré le secrétaire provincial du parti de Vital Kamere à Massina, un quartier de Kinshasa, arrêté le week-end dernier. Aucune charge n'est retenue contre lui. Et puis 7 autres militants libérés cette fois à Matadi. Ils avaient été condamnés jeudi à 45 jours alors qu'ils en avaient déjà purgé 58. Ils avaient été condamnés pour incitation à la désobéissance civile alors qu'ils préparaient une manifestation de l'opposition. Et puis la réaction du bureau de l'Assemblée nationale congolaise à la résolution du Parlement belge préconisant des sanctions contre Kinshasa. Dans un communiqué, il rappelle, je cite, le principe universel de non-ingérence, mais aussi qu'un protocole a été signé entre les deux parlements recommandant des consultations avant toute prise de position. Après une visite de 2 jours au Gabon, un haut responsable des Nations Unies se dit préoccupé par les tensions qui règnent dans le pays avant l'élection présidentielle du 27 août. Des tensions susceptibles, selon lui, de semer la discorde et la violence. Le haut responsable onusien appelle les acteurs politiques à s'abstenir de toute déclaration incendiaire. Coup de théâtre à Sao Tomé au large de l'Atlantique. Les résultats de l'élection présidentielle de dimanche dernier, annulés par la commission électorale. Evaristo Carvalho, qui avait gagné au premier tour avec 50,1% des voix, n'est plus le président élu. Il devra sans doute se plier à un second tour. Amaury Auchard. Que vergogna, quelle honte, ont réagi des internautes à l'annonce de l'annulation de la victoire d'Evaristo Carvalho aux élections présidentielles de Sao Tomé et Principe. Il faut dire que c'est une première dans ce petit archipel de 200 000 habitants, plus réputé pour son calme que pour ses remous politiques. Dimanche dernier, Carvalho avait obtenu 34 629 voix, soit 17 000 de plus que le second, le président sortant Manuel Pinto da Costa. Et très vite dans la soirée, la commission électorale avait annoncé la victoire de Carvalho avec 50,1% des suffrages. Mais voilà, coup de théâtre, hier dans l'après-midi, la commission a changé d'avis, après réception des procès-verbaux des bureaux de vote de la diaspora au Portugal notamment. Aucun candidat n'a réussi à obtenir plus de la moitié des voix exprimées, a ainsi communiqué hier la commission, ouvrant l'hypothèse d'un second tour entre les deux hommes. Le tribunal constitutionnel, qui doit encore valider les résultats définitifs, s'est d'ores et déjà dit favorable à cette hypothèse d'un second tour. Il n'a pas encore donné de date. Amaury Auchard. Et puis la 21e conférence internationale sur le sida s'est achevée ce vendredi à Durban, en Afrique du Sud. Toute la semaine, scientifiques, activistes et décideurs politiques ont dressé un bilan des avancées de la lutte contre l'épidémie. Plus de 35 millions de personnes vivent actuellement avec le VIH à travers le monde. Malgré des progrès, les efforts doivent se poursuivre, notamment sur les financements, comme l'ont rappelé les responsables de cette conférence. On fait le point avec Lisa Fabien à Durban. Les progrès dans la lutte contre le sida restent fragiles. Le nombre de nouvelles infections au VIH stagne toujours à 2,5 millions par an, selon de récentes études. La Sud-Africaine Linda Gale Baker, nouvelle présidente de la Société internationale sur le sida, a rappelé l'urgence. Le travail n'est pas terminé. Pendant les 5 jours de cette conférence, 15 000 personnes vivant avec le sida sont mortes et plus de 28 000 ont été infectées par le VIH à travers le monde. 1500 d'entre elles sont des jeunes originaires d'Afrique du Sud. À un moment charnière dans la lutte contre l'épidémie, la baisse des financements est un autre motif d'inquiétude. Une étude présentée lors de cette conférence indique que les fonds alloués par les gouvernements ont chuté de 1 milliard de dollars. Olive Sichana, coprésidente de cette conférence, l'a rappelé lors de la clôture de ce 21e sommet. Il a été révélé ici que les donateurs et les gouvernements réduisent leurs investissements dans la lutte contre le sida. Nous devons mobiliser les communautés à travers le monde pour demander des comptes aux décideurs politiques et les pousser à continuer à financer le Fonds mondial contre le sida. La prochaine conférence mondiale sur le sida se tiendra à Amsterdam en 2018. Lisa Fabian, Durban, RFI. Et à retenir avant de refermer ce journal, l'arrestation à Nairobi du célèbre chanteur congolais Koffi Olomide. Le chanteur qui devait donner un concert dans la capitale kenyane a été arrêté devant les caméras de télévision à l'extérieur des locaux d'une chaîne de télévision où il venait de donner une interview. Sur une vidéo amateur largement reprise et commentée sur les réseaux sociaux au Kenya, on voit le chanteur qui se trouve juste à l'extérieur d'un des terminaux de l'aéroport international de la capitale kenyane se diriger vers une de ses danseuses. Il lui assène alors un coup de pied au niveau du ventre qu'elle parvient en partie à amortir d'un réflexe de la main sous le regard incrédule de 2 policiers kenyans dont l'un s'interpose. Le chanteur a été emmené au poste de police de l'aéroport et pourrait être inculpé rapidement.
En août 2012, pour rappel, Koffi Olomide avait été condamné à Kinshasa à 3 mois de prison avec sursis pour cause et blessures volontaires contre son producteur. À l'écoute de RFI, il est minuit et bientôt 45 minutes ici à Paris. À suivre le journal des sports avec Hugo Moissonnier, les morceaux choisis d'appel sur l'actualité avec Juan Gomez. Mais tout de suite, l'invité de la rédaction. Et à 6 semaines de l'élection présidentielle gabonaise, une délégation du National Democratic Institute, un groupe de réflexion américain proche du Parti démocrate, s'est rendu à Libreville, la capitale. Objectif, prendre la température de la situation préélectorale au Gabon. Les dernières élections en 2009 ont été entachées de violences qui avaient fait plusieurs morts. Aujourd'hui, la candidature d'Ali Bongo est contestée par l'opposition. Et selon le rapport de NDI publié hier, des élections transparentes et apaisées sont encore possibles. Christopher Fomunio, directeur régional pour l'Afrique au NDI, est depuis Libreville l'invité de Laure Broulard. Christopher Fomunio, bonsoir. Bonsoir. La candidature d'Ali Bongo est contestée devant la Cour constitutionnelle par l'opposition qui l'accuse d'avoir présenté une 5e version de son acte de naissance. Pensez-vous qu'on peut aller vers des élections apaisées dans ce contexte ? Je crois que ce serait inapproprié pour moi en tant qu'observateur de porter un jugement sur un processus de contentieux devant la Cour constitutionnelle. Je laisserai la Cour prendre sa décision et que les Gabonais seront appréciés. Étant donné que nous sommes à 6 semaines du scrutin, la meilleure approche ce serait plutôt d'œuvrer pour que toutes les conditions soient réunies pour que les élections se passent dans les meilleures conditions possibles, donc de façon inclusive, apaisée, transparente et crédible. Justement, pensez-vous que toutes ces conditions sont réunies ? Vous savez, le NDI a envoyé une première mission d'évaluation au Gabon au mois de mai. Nous sommes revenus maintenant au mois de juillet. Nous avons passé 2 journées de consultation avec l'ensemble de la classe politique, toutes tendances confondues. Le message que le NDI transmet aux Gabonais, c'est que tout un chacun doit jouer son rôle pleinement pour pouvoir porter une contribution positive. Quelles sont, d'après ce que vous avez entendu, les attentes des Gabonais aujourd'hui par rapport au processus électoral ? À l'heure où nous sommes, effectivement, il y a certaines étapes du processus qui ont été déjà abordées. Il y a des étapes qui restent, par exemple, la mise en place des démembrements de la Commission électorale nationale autonome et permanente. Les Gabonais souhaiteraient que les partis politiques s'organisent de l'opposition comme de la mouvance pour être bien représentés dans ces différents démembrements jusqu'au niveau des bureaux de vote, jusque dans les communes, dans les districts, parce que on se dit que si les différents candidats et les différents partis sont représentés à toutes les étapes du processus électoral et qui suivent non seulement le déroulement du scrutin, mais également la centralisation des résultats et la transmission de ces résultats jusqu'au niveau national, il y a de fortes chances que tout se passe dans la transparence. Et je crois que c'est là l'interpellation que le NDI fait aussi à l'endroit des candidats et des partis politiques pour que chacun se mobilise pour être sûr que ces militants sont présents à tous les niveaux du processus électoral. Dans le rapport, vous évoquez un espace politique de plus en plus polarisé. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Le NDI est inquiet par rapport à la personnalisation excessive du débat politique. Très souvent, lorsque les pays africains vont aux élections, les populations attendent à ce que les candidats et les partis politiques puissent présenter les projets des sociétés, ce qui permettrait effectivement aux électeurs de faire le bon choix en tenant compte de ce que chaque candidat ou chaque parti peut apporter dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Mais lorsque le débat politique devient trop personnalisé et que tout est centralisé autour des personnalités d'un camp comme dans l'autre, ça fausse un peu le jeu politique. Très souvent, c'est ce genre de personnalisation excessive du débat politique qui mène à des actes de violence. Donc, à travers ce passage, je voudrais aussi interpeller les uns et les autres, qui soient à la hauteur du débat politique et de ce que les Gabonais attendent de leurs leaders politiques. D'après votre rapport, certains attendent des réformes. Tout en étant conscients du fait que dans les 5 semaines qui restent, ces réformes ne pourront pas être mises en place. Nous avons été agréablement surpris du fait qu'il y a une reconnaissance à travers la classe politique, toutes tendances confondues, que c'est un passage du cadre électoral devrait être revu pour que
par exemple, les élections se déroulent à 2 tours au lieu que ça ne soit à 1 tour comme c'est le cas présent. Ou bien que la société civile puisse avoir un mot plus important à dire dans l'administration électorale par rapport à la commission paritaire qui exclut la société civile donc des voix indépendantes. Que par exemple la question des mandats présidentiels soit revue et discutée pour qu'il y ait des limitations de mandats présidentiels dans la Constitution. Donc je crois qu'il y a un certain nombre de points sur lesquels un consensus existe, même s'il faudra du temps pour matérialiser ce consensus et porter des amendements nécessaires dans le cadre constitutionnel pour que même dans l'avenir, les élections continuent à se dérouler sans aide et sans contestation. Merci Christopher Fominio. Christopher Fominio, directeur régional Afrique au NDI avec Laure Broulard. Zéphirin Quadio. À l'écoute de RFI, il est minuit 50 minutes ici à Paris. Le rappel des principaux événements de l'actualité hors Afrique. Et on commence par cette fusillade en Allemagne. 3 tireurs présumés ont fait au moins 9 morts et plusieurs blessés ce vendredi dans un centre commercial près du stade olympique de Munich. Les 3 tireurs présumés sont toujours en fuite. En France, 8 jours après l'attentat de Nice qui a fait 84 morts, François Hollande a musclé ce vendredi la riposte militaire contre l'organisation État islamique en annonçant la mise à disposition de l'armée irakienne d'artillerie française et confirmant le retour du porte-avions Charles de Gaulle au Levant pour fin septembre. Toujours en France, la Cour de cassation a validé ce vendredi le renvoi en procès de Christine Lagarde pour négligence dans la gestion de l'arbitrage tapis. Une perspective embarrassante pour l'ex-ministre qui vient d'entamer un second mandat à la tête du Fonds monétaire international. Le FMI qui a fait savoir qu'il lui maintenait sa confiance. Et puis, le pouvoir turc a accéléré ce vendredi le grand ménage au sein de ses forces de sécurité. Et cela une semaine après le putsch manqué du 15 juillet qui a pris en défaut son service de renseignement réputé pourtant très puissant. Près de 3000 migrants et réfugiés ont péri depuis le début de l'année en tentant de traverser la Méditerranée. C'est ce qu'annonce aujourd'hui l'Organisation internationale pour les migrations. L'organisation qui précise que près de 250 000 ont réussi à atteindre l'Europe. Ce nouveau bilan en fait craindre que 2016 soit l'année la plus meurtrière de la crise migratoire, crise qui ébranle l'Europe depuis plusieurs années maintenant. Et place au journal des sports avec Hugo Moissonnier. Bienvenue Hugo, bonsoir. Bonsoir et merci de me recevoir Zéphirin. À la une, le football et le Sénégal qui se qualifient pour la CAN des moins de 20 ans, la CAN 2017. Les Lionceaux battus 1-0 au Ghana à l'occasion du coup d'envoi des matchs retour du 3e et dernier tour de qualification ce vendredi. But inscrit par Charles Boateng à la 31e minute. Mais cette défaite permet au Sénégal de valider tout de même son billet après son succès 3-1 à domicile au match aller. Excellente performance des Lionceaux, 4e de la dernière Coupe du Monde de la catégorie, c'était en 2015, puisqu'ils éliminent ce vendredi une équipe de référence chez les jeunes, le Ghana, champion du monde en 2009 et vainqueur à 3 reprises de la CAN des moins de 20 ans. Le Sénégal de son côté ne s'est jamais imposé dans ce tournoi, mais il reste sur une finale lors de la précédente édition à domicile. Les 6 autres nations doivent encore valider leur billet ce week-end. Suite des matchs retour de ce 3e et dernier tour de qualification ce samedi notamment, à suivre ce samedi, Nigeria-Soudan, 2-1 pour le Nigeria à l'aller. L'Angola a battu 1-0 il y a 2 semaines, va tenter un véritable exploit à domicile face à l'Égypte. Enfin, l'Afrique du Sud devrait passer sans problème chez elle face au Lesotho après son succès 2-0 à l'extérieur. Au match aller, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans aura lieu en Zambie début 2017. Et on en vient au mercato estival avec un transfert record qui est sur le point d'être conclu. C'est celui de Paul Pogba à Manchester United. Le milieu de terrain français d'origine guinéenne devrait retrouver son ancien club pour environ 120 millions d'euros, une somme astronomique et a priori une plus-value énorme pour son club actuel, la Juventus Turin, qu'il avait engagé sans verser la moindre indemnité de transfert en 2012. L'affaire semble très bien engagée, même si pour le moment Paul Pogba appartient toujours à l'équipe italienne. Il reste encore quelques détails à régler. Martin Guez. Il n'y a aucun accord pour Paul Pogba, tout ça, ce n'est que du blabla. Pour Mino Raiola, l'agent du milieu de terrain, son joueur n'est pas encore à Manchester. Le nouveau coach mancunien José Mourinho, lui, ne confirme pas et ne nie pas la venue du Français, restant finaliste de l'Euro avec les Bleus. Pourtant, depuis 3 jours, la probable arrivée de Paul Pogba dans le nord de l'Angleterre fait les choux gras de la presse. En Angleterre, en Italie, en France, le joueur d'origine guinéenne s'affiche en une des quotidiens sportifs. Il s'agirait d'un retour 4 ans après avoir claqué la porte du club avec fracas, après un échange musclé avec le
coach de l'époque, Sir Alex Ferguson. Mais Paul Pogba s'était alors promis de revenir un jour. Ce qui coince et empêche pour l'instant d'officialiser ce retour tant attendu, c'est une affaire de gros sous. Autour du montant de la transaction d'abord, la Juventus a refusé une offre de 101 millions d'euros de Manchester United. Le transfert se négociera autour du montant faramineux de 120 millions d'euros. Dernier grain de sable, explique le journal L'Équipe, la commission de Mino Raiola, l'agent italo-néerlandais de Paul Pogba. La Juventus souhaite récupérer la totalité de l'indemnité du transfert et refuse de verser un pourcentage à l'agent. Cela pourrait donc être à Manchester United de s'en charger, ce qui ferait encore gonfler un peu plus le prix du français. Dans tous les cas, il deviendrait le joueur le plus cher de l'histoire, loin devant Gareth Bale et ses 100 millions d'euros. Et Manchester United pourrait bien avoir besoin rapidement de Paul Pogba, puisqu'en match de préparation, le club anglais s'est sévèrement incliné ce vendredi face au Borussia Dortmund. Défaite 4-1. Alors les matchs de préparation, les matchs amicaux, c'est relativement anecdotique, mais il faut signaler que le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, auteur de 39 réalisations, toutes compétitions confondues la saison passée, a inscrit le deuxième but de l'équipe allemande. Buteur également le jeune Français d'origine mauritanienne Ousmane Dembélé sur une superbe action personnelle arrivée cet été en provenance de Rennes. Il avait été élu, on s'en souvient, meilleur espoir de la Ligue 1 française l'an passé. Et on termine avec du cyclisme et le Tour de France. Et cette nouvelle bonne performance ce vendredi du Sud-Africain Luis Mentiès, coureur de la Lamprey. Il termine 4e de la 19e étape dans les Alpes, 146 km entre Albertville et Saint-Gervais-Mont-Blanc, à 23 secondes du vainqueur du jour, le Français Romain Bardet, qui lui s'impose en solitaire. Au général, Luis Mentiès grimpe encore un peu. Il ne grimpe pas que sur les routes, il grimpe également au général. Le voilà 8e à un peu plus de 7 minutes du leader, le Britannique, né au Kenya, on le rappelle, Christopher Froome. Chris Froome qui a chuté en raison de la pluie lors de cette 19e étape, mais il est parvenu à se remettre en selle et c'est l'une des images du jour. À 2 jours de l'arrivée à Paris, Mentiès, on en revient à lui, champion d'Afrique 2015, est bien parti pour finir parmi les 10 premiers coureurs de cette 103e édition du Tour de France, mais il faudra encore se battre un petit peu, notamment lors de l'étape qui arrive ce samedi. C'est un dernier tour dans les Alpes avec un peu plus de 146 km entre Megève et Morzine, avant bien sûr les Champs-Élysées dimanche. Hugo Moissonnier, merci d'être passé nous rendre visite. C'est la fin de cette édition d'Afrique Soir. À la coordination Anthony Latier, assisté de Cécile Périllard, à la réalisation Wafanour. Merci à toutes et à tous. Excellente nuit à l'écoute de RFI. À suivre sur la radio mondiale, le zapping d'Appel sur l'actualité. Suivez le zapping d'Appel sur l'actualité avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. Bienvenue, c'est l'heure du zapping. Ce matin, vous réagissiez à l'actualité de votre choix et vous nous avez notamment interpellé sur l'attaque cette semaine d'une base militaire dans le centre du Mali. 17 soldats ont été tués. Ce camp Nampala où a eu lieu l'attaque est quand même une zone stratégique. C'est un pont entre le sud et le nord. Ce devait être un camp constamment en alerte. Je n'ai pas entendu qu'un seul assaillant ait été neutralisé, pas un seul. Donc c'est comme si ces gens-là sont venus tranquillement, ils sont entrés dans le camp, ils l'ont investi, ils ont tué des gens et ils sont allés sans que la riposte puisse venir. Je doute que ce soit le groupe des Peuls qui ait fait ce truc-là parce que c'est loin de leur zone habituelle d'intervention. Quand j'entends le président dire on va envoyer des troupes à leur recherche, je dis avec quoi? On n'a pas d'hélicoptère, on n'a rien. Au Gabon, la polémique continue sur la candidature du président sortant Ali Bongo Ondimba. Depuis mon jeune âge, j'ai toujours entendu parler du Biafra et que le président Omar Bongo a adopté un enfant biafrais. Maintenant que la Cour me dise exactement qu'est-ce qu'on est, et nous comptons beaucoup sur cette Cour de nous dire le droit, rien que le droit, afin que les élections soient des élections crédibles au Gabon. Parce qu'actuellement, c'est la psychose et tout le monde ne sait pas où donner de la tête. En Côte d'Ivoire, les consommateurs sont en colère face à l'augmentation des prix de l'électricité. Écoutez cette réaction. Nous avons subi durant une année 2 augmentations d'électricité et la dernière augmentation s'avère carrément insupportable pour la population. Compte tenu de la cherté de la vie déjà dans d'autres domaines, le logement, le transport, quand on vient y ajouter une grosse facture d'électricité, plus personne n'est en sort. Et on termine avec cette réaction d'un auditeur qui nous dresse un bilan négatif de la politique menée par la présidente de la commission de l'UA. Beaucoup d'Africains ont cru à l'arrivée à la tête de l'Union africaine de Mme Souma. C'est une femme, une Sud-Africaine, il y avait Nelson Mandela. On a cru. Mais là, la déception est totale. Regardez la preuve. Le dernier sommet, ça a servi à quoi? À rien.
À chaque fois, ils prennent des décisions ne sont pas appliquées. Qu'est-ce qu'on va voir à la fin? Une vidéo où les chefs d'État n'ont rien réglé, sont en train de danser. Mais où va-t-on? Et on se retrouve lundi à 8h10 TU. Nous parlerons de la course à la Maison-Blanche aux États-Unis et du phénomène Donald Trump. 33 9 693 693 70. RFI, la sélection du mois. Papouze.